Bon, je vous ai présenté récemment comment j'ai perdu 1000 € en achetant une caméra qui n'était pas idéale pour moi et qui ne répondait pas à mes besoins. C'était une erreur de ma part, j'en ai tiré des conclusions qui m'ont toujours été utiles jusqu'à maintenant et c'est pour ça que j'avais fait le choix de vous en parler. D'ailleurs, c'est une vidéo qui a très bien marché, ça me fait très plaisir d'avoir eu autant de visibilité sur un sujet qui, je trouve, est important. Et dans cette vidéo, il y a un point que je n'ai pas vraiment abordé. Ce point que je n'ai pas vraiment abordé, ça a été pourquoi j'ai choisi cette caméra. Alors pour vous aujourd'hui, je vais réouvrir ce chapitre de ma carrière de photographe vidéaste. Je vais reparler de cette caméra, je vais vous expliquer pourquoi je l'avais choisie et je vais vous montrer des images que j'avais tournées avec cette caméra à l'époque. J'ai même retrouvé la vidéo de mon unboxing de cette caméra. Ainsi que les premiers instants lorsque je l'ai prise pour la première fois en main. Bon, je viens de recevoir du coup cette bête. J'ai fait quelques tests de codec. Ouais. Alors rapidement, il va falloir que je change le système de stockage. Là, je suis sur le CFast de 128 Go. 128 Go qui est bouffé en 20 minutes de rec. Donc littéralement, soit il va falloir que j'ai toujours des disques durs avec moi, soit il va falloir que je trouve un autre moyen, en mettant des SSD par exemple. On va aller voir du coup mes petits poneys. On va essayer de les filmer. Petit poulain derrière. Hop. Tac. Voilà. Là. Coucou ma belle, ça va? Ce qui m'avait poussé à choisir cette caméra, c'était une liste de points positifs. Premièrement, j'étais très tenté par l'ergonomie d'une vraie caméra. Une caméra de cinéma avec une ergonomie pensée pour. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un outil avec lequel on fait de la photo, c'est vraiment un outil qui est dédié pour la vidéo. Et on va voir des gros points forts qui diffèrent beaucoup cette caméra par rapport à nos appareils hybrides. Entre autres le format, la forme, mais surtout le capteur qu'elle embarque à l'intérieur. Ici, on trouve un capteur de 4,6K au format Super 35. C'est un capteur vidéo, il possède une plage dynamique incroyable de 15 diaph. Également, cette caméra a des profils d'enregistrement que j'ai jugés vraiment très bons. On peut filmer en RAW DNG. Le RAW DNG, c'est littéralement une suite d'images, ainsi qu'en ProRes en 444 12 bits ou en 422 10 bits. Le tout pour en plus un prix qui était vraiment très abordable. À l'époque, comme je vous l'avais dit, cette caméra coûtait un petit peu moins de 2000 €. D'ailleurs, pour la petite anecdote, cette caméra fait partie des caméras approuvées par Netflix. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces points qui m'ont mené à choisir cette caméra et à investir dans cette caméra en me disant que c'était une caméra qui allait m'accompagner sur le long terme, qui allait me permettre de réaliser du contenu différemment qu'avec un boîtier hybride et d'aller chercher une qualité supérieure à ce que je produisais jusque-là. Il faut le reconnaître, les images qui sortent de cette caméra, personnellement, ce sont des images que j'apprécie énormément et que je trouve toujours à l'heure actuelle vraiment très bonnes. Mais bon, tout n'était pas si beau que ça avec cette caméra. Et maintenant, je vais vous dire les points qui m'ont dégoûté un petit peu sur cette caméra. Enfin, du moins, je ne m'attendais pas à avoir une caméra aussi contraignante sur ces points-là. Et c'est ce qui m'a fait me dire que je me suis planté sur le choix de cette caméra. Même pour être très honnête, je pense pas qu'avoir fait le choix d'investir dans une caméra de cinéma était une mauvaise idée. Je pense que je me suis trompé sur le modèle que j'avais choisi. Et oui, un des points négatifs de cette caméra, entre autres, était son encombrement. C'était une grosse caméra, pas très ergonomique, je n'avais même pas de poignée latérale. Ce qui en vient directement au deuxième point qui m'a un peu dégoûté de cette caméra, c'est que quoi qu'il arrive,
il fallait l'accessoiriser énormément et ça coûtait vite très cher. Ça aurait été un réel confort de pouvoir l'utiliser sur une crosse épaule avec des bonnes poignées de maintien en Rosette Harry et avec un EVF pour pouvoir viser. Mais si on voulait avoir un setup comme celui-ci, on était obligé de mettre pratiquement la moitié du prix de la caméra dans ses accessoires. Et honnêtement, c'est un point que j'avais complètement sous-estimé quand j'avais fait le choix d'investir dans cette Blackmagic. Une autre chose que j'avais sous-estimé sur cette caméra, que je pensais que j'allais faire avec et que ça allait bien se passer, mais qu'au final je me rends compte c'est des outils que possède mon R6 et dont j'ai très souvent besoin. Ça va être l'autofocus et la stabilisation. Dès qu'on veut filmer à main levée, la stabilisation du capteur sur des optiques non stabilisées, c'est vraiment un gros point fort et un gros atout. Ça nous permet d'avoir des images relativement stables et des images sans avoir de tremblements disgracieux ou vraiment exagérés comme je pouvais avoir avec cette caméra. Vous l'avez vu par exemple sur les images du clip que j'ai tourné avec cette caméra. Quand je tournais à main levée, j'avais des gros tremblements et des gros mouvements qui étaient assez disgracieux. Et l'autofocus, quand on a un opérateur solo, c'est un gros point positif. Enfin, c'est un vrai compagnon, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup à travailler. Ça nous permet de nous concentrer sur le cadre, sur notre sujet. Et quand il est bon, ne pas avoir à se soucier de si on va avoir le point. Globalement, je prends l'exemple de mon R6 ou même des boîtiers hybrides haut de gamme que j'ai pu prendre en main. Nous avons une détection des personnes, des visages et même des yeux qui nous permettent que quand on cadre une personne, on sait que la majorité du temps, le point va être bon. On va faire confiance à notre boîtier, quitte à juste le vérifier de temps en temps pour s'assurer qu'il ne fasse pas le point sur un autre élément du décor. Et puis aussi, je parlais juste avant des formats d'enregistrement qui m'ont plu sur cette caméra. Il y en a un qui m'a vraiment déplu. C'est le RAW DNG. Le RAW DNG, je m'attendais à ce que ça soit une petite dinguerie, que ça soit quelque chose qui produise des images qui soient incroyables et des images qui me plaisent beaucoup. Je vais être très honnête, c'est le format de fichier que j'ai le moins utilisé, car au final, je me retrouve avec un fichier qui est très dur à travailler. À l'époque, j'avais beaucoup galéré et même là, pour cette vidéo, j'ai essayé un petit peu de retravailler ces RAW DNG et j'en ai chié, vraiment. J'ai le soleil qui se barre. Désolé pour ce petit changement d'exposition, j'ai le soleil qui s'est barré derrière, donc j'ai dû réajuster un petit peu tout ça. En plus de ça, le RAW DNG, ce sont des formats qui sont extrêmement lourds. Je vais vous donner l'exemple avec ces différents plans, avec leur durée et le poids qu'ils pèsent. En toute honnêteté, je pense qu'avoir acheté une caméra de cinéma à l'époque, c'était une erreur. D'ailleurs, je vous le dis dans la vidéo où je vous explique comment j'ai perdu 1000 € avec cette histoire. Mais très honnêtement, je pense que le choix de ma caméra de cinéma a joué dans cette perte d'argent et dans le fait que je me suis retrouvé avec un outil qui ne correspondait pas à mes besoins. Si j'avais un petit peu plus réfléchi à mes besoins avant d'investir dans ma caméra de cinéma, je pense que je serais plutôt parti sur une Canon C200 qui à l'époque coûtait à peu près 500 € de plus que cette Blackmagic. Et je pense que cette Canon C200, je l'aurai toujours à l'heure actuelle à mes côtés. Car c'est une caméra qui est plus orientée pour le documentaire, comme ce que j'aime pratiquer et ce que j'aime faire. On a ici des formats d'enregistrement en interne qui sont également très performants, avec un RAW Canon qui est bien plus léger que le cinéma RAW DNG et bien plus facile à travailler. On a également des filtres ND en interne pour avoir une bonne exposition et on a la présence d'un autofocus qui n'est pas le meilleur du marché mais qui déjà fait du très très bon travail. Bref, c'est une caméra qui au final répond un petit peu plus à mes besoins et à ma façon de travailler. Mais ça, j'en ai pris conscience quand je me suis retrouvé avec un outil qui justement ne répondait pas à ses besoins. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous invite à aller voir les 2 vidéos que j'ai fait au sujet de cette caméra. La vidéo sur le clip que j'avais réalisé à l'époque, même si cette vidéo commence un petit peu à dater, ainsi que la dernière vidéo où je vous explique comment j'ai perdu 1000 € dans cette histoire. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.